bonjour à toutes et à tous. C'est une tâche redoutable de parler de la mobilité et des défis qu'elle comporte pour les chemins de fer, parce que les transports, la mobilité, c'est un petit nombre de matières comme l'éducation, le sport, où tout le monde en Suisse est expert. Donc je parle à 500 experts, donc une tâche particulièrement redoutable. Et puis, c'est aussi une branche qui évolue très très vite. Ce matin, en venant depuis la gare, je suis passé devant les ateliers d'Yverdon et j'ai revu le film des ateliers d'Yverdon à la fin des années 90, 600 collaborateurs qui travaillaient sur des wagons marchandises, peu de valeur ajoutée, beaucoup de travail physique. Les ateliers étaient menacés de fermeture. On est tombé à 180 collaborateurs. Et aujourd'hui, on a un site industriel qui est tout à fait comparable avec les meilleurs du monde et d'Europe. On entretient les trains les plus modernes selon le système du One Piece Flow. 44 ICN, c'est la flotte des CFF, 41 en service, 1 ou 2 de réserve et 1 ici à l'entretien. Donc c'est une performance extraordinaire et ça montre aussi l'évolution des chemins de fer. La mobilité, c'est la vie. La mobilité, c'est la base du développement économique, social, culturel. Rappelons-nous toujours, quand on parle de mobilité, où était la Suisse au milieu du XIXe siècle. On mourait de faim et on était une terre où les gens partaient, immigraient dans le monde entier. Ça n'est qu'avec l'arrivée des chemins de fer, à partir de 1850, que peu à peu on a introduit la mobilité, ce qui a permis d'échanger les biens et les marchandises, et surtout à l'industrie de prendre son essor, parce que les gens des campagnes ont pu aller là où il y avait des usines et ont travaillé. Et peu à peu, ça a été le début du développement de la Suisse. La mobilité, c'est quelque chose qui bouge. Il y a 2 jours, Madame la conseillère fédérale Leuthard a publié les perspectives de la mobilité de la Confédération pour 2040. Quelques petits chiffres. Les transports publics, d'ici 2040, plus 51%. La mobilité douce, plus 32%. Le trafic individuel, plus 18%. Le fret, le rail, plus 45%. Et la route, plus 33%. Donc on voit qu'on n'est pas à la fin du développement des transports publics en Suisse. L'innovation dans les transports publics. Alors il y en a eu quantité. Ici quelques petits exemples. J'aime bien l'exemple de la locomotive Mallard qui était les derniers développements de la vapeur. Cette locomotive a circulé à 200 km/h, mais c'était un cul-de-sac puisqu'après on est passé à l'électrification. Vous voyez en bas, en 1955, cette locomotive de la SNCF qui était déjà au-delà de 300 km/h. Puis des projets qui ne se réalisent pas toujours, Suisse Métro, cargo souterrain. L'innovation n'a pas de limite. Pour qu'une nouvelle invention technologique se réussisse et soit mise en place, elle doit être en corrélation avec les besoins des clients. Et ces besoins, ils évoluent vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine parfois. Vous voyez en haut à gauche sur le transparent, le fameux TGV inauguré en grande pompe par Mitterrand en 1981. Là, les gens voulaient aller vite. Alors ceux qui ont été en TGV ont bien vu cela. Il y a peu de place, c'est exigu, ça bouge, c'est assez bruyant. Donc on voulait être rapidement au bout du voyage et il fallait augmenter la vitesse. Ça, c'était un besoin majeur et c'est ce qui a fait booster cela. Et puis après, on a eu un développement, c'est la partie basse à gauche du slide. Les gens en avaient marre de l'horaire, ces horaires qui étaient compliqués, il y avait tous les jours un autre départ, plusieurs fois. Ils voulaient s'affranchir de l'horaire et c'est l'horaire cadencé qui est arrivé. Donc, à toutes les heures, sur le même quai, le train part, ou toutes les demi-heures, et maintenant, parfois, tous les quarts d'heure. Au passage, ça n'a pas été inventé en Suisse, ça a été inventé en Hollande, mais c'était perfectionné jusque pratiquement à l'excès par les Suisses. Et puis maintenant, on est dans une phase, en haut à droite, où les gens ne veulent pas simplement aller vite sans tenir compte de l'horaire, mais ils veulent être interconnectés en permanence. À la gare,
Dans le train, chez eux, il ne doit pas y avoir de différence. Les gens veulent être interconnectés avec le monde entier. Et puis, ça va continuer d'évoluer. Monsieur le professeur de la CRETA a donné quelques pistes qui sont aussi chez nous à l'étude, mais on peut dire 2 trends. Individualisation, aussi les transports en commun vont devenir beaucoup plus individuels. Chacun va avoir ses propres besoins en matière de communication, d'organisation, et puis une interconnexion de plus en plus importante des différents moyens des transports publics, mais aussi des moyens de la mobilité douce et des moyens de transport individuels. Et puis aussi un développement phénoménal des gares, qui ne sont plus simplement des lieux où on attend un train qui ne vient pas ou qui est déjà parti, mais un lieu de vie où on étudie, où on loge, où on rencontre, où on étudie. Un autre élément important qui booste et qui amène les différentes entreprises de transport public, j'ai vu qu'il y avait certains collègues qui étaient dans la salle ici et que je salue particulièrement, c'est la concurrence. Mais pas la concurrence dans les transports publics, qui en principe génèrent des coûts, mais la concurrence avec les autres modes de transport. Alors, l'aviation à bas coût, ça a été une révolution. Ça met au défi tous les transports ferroviaires internationaux. Pour 80 francs, vous allez pratiquement partout en Europe. Et jamais on arrive à offrir cela. C'était la mort des transports de nuit. Qu'est-ce que je vais faire une nuit dans un compartiment chaud, compliqué, avec peu d'intimité, pour un prix cher, alors que je peux aller pour 80 francs? Le bus à longue distance. Une révolution. L'année passée, la SNCF a vu une diminution de son chiffre d'affaires voyageurs de plus de 15% à cause des bus à longue distance. Et ce n'est pas simplement en Europe, c'est aussi en Suisse. Bâle-Genève, à moins de 8 €, c'est possible. Certes, vous achetez un billet pour Bâle-Lyon, le bus s'arrête à Genève, vous vous trompez et vous avez payé 8 francs pour faire Bâle-Genève. Personne ne contrôlera au départ si vous êtes remonté dans le bus. Et puis des moyens de car sharing qui, en Suisse, sont bien connus sous Mobility Car Sharing, mais en France, Blablacar, c'est aussi quelque chose qui vient, c'est ce que M. de la CRETA a présenté tout à l'heure. Et tout cela amène une entreprise comme les CFF à se remettre fondamentalement en question et à se poser des défis. C'est ce grand programme stratégique RailFit qui fera que malheureusement je dois vous quitter tout à l'heure à 10 h parce que le conseil d'administration siège et que la nouvelle présidente a décidé que toute la direction du groupe devait assister pour ce projet stratégique. Un projet qui a 3 grands volets. D'une part, la réduction des coûts du système ferroviaire, 20% d'ici 2030, mais aussi de faire face aux défis de l'automatisation et de la digitalisation dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi de déterminer la mobilité d'après-demain. Est-ce qu'on gardera l'horaire cadencé? Est-ce qu'on aura des trains qui seront des trains qui relieront non seulement les centres, mais aussi les périphéries des agglomérations, Renan, Alstetten, Oerlikon, Nyon? Est-ce que c'est des points qui sont plus importants que Lausanne ou Cornavin? C'est des questions auxquelles on se pose. Quelques flash sur l'évolution qui va venir dans les 15 prochaines années. Je crois qu'on est à la veille d'une période hyper passionnante et les chemins de fer vont plus évoluer dans les 15 prochaines années qu'ils l'ont fait dans les 60 dernières. On va voir vraiment des progrès dans tous les domaines. Quelques exemples. L'individualisation. Les gens n'ont plus envie d'entendre des annonces haut-parleurs qui annoncent un train qui a du retard. Ils veulent savoir pour eux exactement qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la suite du voyage et sur les alternatives. Donc l'idée auquel on travaille, c'est d'informer individuellement les gens. Tout le monde a un smartphone ici. On a un problème. Quel est le problème? Et quelle est la suite du programme et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imaginer que ça soit aussi interactif et que les gens soient aidés pour aller plus loin. Résolution des conflits d'exploitation. On a 5 centrales de gestion du trafic en Suisse, où il y a des collaborateurs, jour et nuit, qui sont devant une série d'écrans
et qui regardent le trafic. Ils n'interviennent qu'en cas de perturbation. Alors vous imaginez ces gens, ils sont à peu près 2000, jour et nuit, en équipe. Le 3/4 du temps, ils ont 5 ou 6 écrans. Les films qu'on leur présente sont totalement ennuyeux parce que c'est géré de manière automatique. Et tout à coup, c'est l'urgence absolue. On passe de la sous-utilisation au surmenage en quelques secondes. Certains sont particulièrement performants et font des miracles, et puis d'autres enveniment parfois le problème. Et on voit qu'avec les moyens informatiques, on va pouvoir anticiper ces conflits et les gérer automatiquement. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est des programmes auxquels on travaille, pas à pas. Certains points spécifiques de notre réseau sont déjà réglés de manière automatique, mais je pense que dans les 10 ans à venir, tout se fera selon ce mode-là. La protection des chantiers. Aujourd'hui, vous voyez, quand les trains passent, les gens me disent toujours ouais, mais on voit beaucoup de gens au bord des chantiers là, qui font rien, qui regardent passer les trains, heureusement, parce que s'ils n'étaient pas au bord, ils auraient des ennuis très très graves. Mais protéger les chantiers, c'est un défi massif. Aujourd'hui, on emploie des sentinelles qui sont en contact radio et puis qui informent les équipes, soit par un coup de corne, soit avec des signaux lumineux. Mais ça va être totalement individualisé, automatisé, et il y a plus de 600 postes de travail qui sont aujourd'hui ici liés à cela. La conduite automatique, les voitures, on en lit tous les jours, mais d'ici 2020, en Suisse, à part le métro de Lausanne qui est déjà totalement automatisé, on aura des expériences de trains qui circulent de manière totalement automatique. Est-ce qu'il y a un mécanicien à bord ou pas? Ce n'est pas une question de la technique, c'est une question de psychologie et de marketing, les gens voyageurs. Le but, ce n'est pas de supprimer les mécaniciens, mais le but, c'est d'augmenter la capacité et la sécurité. Les horaires dynamiques, aujourd'hui, on fait toutes les 2 ans un grand travail d'horaire, et puis on le publie, mais on sait maintenant que d'ici 2021, l'horaire se fera tous les jours, il se fera en fonction des besoins, il se fera en fonction de la disponibilité du réseau, et on aura l'horaire qui sera fait quand on travaillera à la gare de Lausanne, lors de la réfection complète, on saura chaque jour un qui n'est pas à disposition, où on fait passer le reste des trains. Et puis le dernier point, qui s'appelle, c'est un beau nom, Alemannique Bahnproduktion 3.5 pour 2035, ça c'est la plus grande étape qui va venir, c'est de passer à une géolocalisation redondante et sûre des trains, à moins d'1 mètre de précision, ce qui va nous permettre de supprimer les cantons de voies qu'on connaît actuellement. Le système des trains est organisé de la manière suivante. Il y a ce qu'on voit sur un tronçon de voie. Devant lui, il y a un tronçon qui est réservé pour la sécurité, et derrière lui aussi. Si on arrive à géolocaliser les trains à moins d'1 mètre, plus besoin de signaux, plus besoin de balises, plus besoin de câbles, plus besoin de compteurs d'essieux, et on peut augmenter de 30% la capacité du réseau actuel. C'est un projet qui nécessitera des frais colossaux. Simplement, le développement, ce n'est pas de la recherche, tout existe. Si vous allez en Sardaigne, nos collègues italiens ont une ligne en exploitation qui est couverte par satellite et un câble rayonnant. Mais pour introduire ça dans le système suisse, avec des trains de différentes grandeurs, de différentes vitesses, ça sera un défi assez important. Mais ça va venir, je suis convaincu qu'on va pouvoir le faire d'ici 2030. La technologie, ça fait rêver. Quand je parle à nos gens, tout le monde veut travailler dans des projets de développement, mais il y a la réalité de tous les jours. Il y a tout d'abord le développement du réseau. Merci à Madame la conseillère d'État Gorité de nous aider. Elle fait beaucoup pour cela. Ici, en Romandie, c'est le projet Léman 2030. Phénoménal. On va investir 13 milliards d'ici 2025. 13 milliards, dont à peu près 4 à 5 en Suisse romande, en maintenant le trafic de manière intégrale. Donc c'est une opération permanente à cœur ouvert. L'entretien du réseau. Quand je suis arrivé en 2009, une des premières tâches que j'ai faites, c'est faire auditer l'état du réseau. Résultat des courses, il manquait 850 millions par année pour faire l'entretien. Le retard s'accumule, il ne pourra être stoppé qu'à la fin de 2019, et puis il faudra encore 15 ans pour le rattraper, pour arriver à l'état qu'on avait en 2015.
Réduire les coûts du réseau, j'en ai parlé. Je montre pour terminer un slide qui est pour moi un casse-tête et qui m'empêche parfois de dormir. La ligne bleu clair, c'est l'évolution de la valeur immobilisée de nos installations. Et elle augmente parce que de nouvelles installations arrivent. Le Gothard, Seva, la nouvelle ligne diamétrale à Zurich. Au milieu, c'est l'évolution des coûts de l'infrastructure. Et en bas, c'est la charge du réseau. Et vous voyez qu'on a ici un défi. Ces lignes devraient être en corrélation. Elles ne le sont pas. Et il faudra veiller à ce qu'on réduise ces coûts. C'est pour ça qu'on se lance dans ce grand programme et qui va être décidé aujourd'hui et communiqué le 22 septembre. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gaudron. On va maintenant passer à notre prochain invité. Et notre prochain invité va peut-être vous apporter la vision du futur, en tout cas celle de vos employés. Cet invité est diplômé de la Geneva Business High School. Il a travaillé chez Crédit Suisse pendant 5 ans avant de rejoindre la banque privée Hench et compagnie en 1987. Capital partner de la banque Lombard Odier et compagnie SA de 2012 à 2015. Il est aussi fondateur du réseau social professionnel e-merging et vice-président de Cité Gestion SA et organisateur du premier événement financier online 3D Virtual FinFair. En 2015, il quitte la banque et se consacre à la création et à l'animation de plusieurs startups spécialisées dans les fintech et la finance responsable. Et il cofonde la société Work Cocoon, qui propose une solution innovante destinée à faciliter l'introduction du télétravail dans le monde de l'entreprise. Alors, êtes-vous prêts à ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Monsieur Olivier Colombin.